Bonsoir les gens, nouvelle vidéo chapitre cette fois-ci. Après le chapitre 6, la mafia et la dette. Le chapitre 7, les tireurs d'élite. Alors pourquoi les tireurs d'élite? Certains vont se demander quel est le rapport, encore une fois. Mais vous le saurez au fur et à mesure de la vidéo. Donc le livre continue de s'écrire, chapitre 7. Ou peut-être qu'il est déjà écrit, mais ça vous le saurez dans le chapitre 8. Je laisse un peu de suspense. Voilà. Donc... on va commencer par expliquer la signification du mot tireur d'élite. Alors, le premier sens que la plupart des gens comprennent, c'est qu'un tireur d'élite, c'est le meilleur tireur. Donc, c'est l'élite des tireurs. Ça, c'est le sens commun. Après, il y a un autre sens que les gens connaissent moins, c'est que le tireur d'élite est un tueur d'élite. Donc, c'est quelqu'un qui chasse l'élite. Tireur d'élite. Donc, et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. En fait, à des époques anciennes, les seigneurs restaient en retrait dans les batailles parce qu'il n'y avait pas encore la poudre à canon, par exemple. Il n'y avait pas encore des armes qui tuaient à distance, donc il fallait aller au corps à corps pour affronter son ennemi. Le truc, c'est que si un seigneur allait au corps à corps, il prenait un risque sur sa propre vie, et c'était pas très malin pour la survie et pour la suite de la domination. Donc, ce qui se passait, c'est que les seigneurs envoyaient des gens à leur place, eux, ils restaient en retrait. Donc, quand on est en retrait, on est inatteignable. Et c'est là qu'est né le concept de tireur d'élite, quand on a créé les armes qui pouvaient tuer à distance, donc les arcs à flèches ou la poudre à canon, etc. Donc, en fait, on a engagé des soldats pour abattre des cibles prioritaires, qu'on appelle ça. Et ça, c'est les tireurs d'élite qui sont chargés d'abattre des cibles prioritaires. Pourquoi? Ça, je vais vous expliquer un film qui est Le Patriote avec Mel Gibson. En fait, lui, c'est un ancien soldat, mais voilà, il vit en paix avec sa famille. Et il y a un conflit qui éclate aux États-Unis entre les Anglais et les Français, qui sont les plus grands colons de l'histoire. Et lui, il veut rester neutre, il n'a pas envie de participer à ça. Donc, quand il y a le conflit, lui, il soigne des Anglais et des Français. Sauf que ça va pas à un chef anglais qui dit que c'est de la trahison de soigner les soldats français, donc il les fait tous abattre. Et lui, il accepte pas ça, donc il se rebelle et tout ça. Et malheureusement, il y a son fils qui est tué dans la rébellion. Et donc, il a une envie de vengeance. Et il poursuit une section avec deux de ses fils. Et ils arrivent à vaincre la section, quoi. À eux trois, mais surtout à lui tout seul. Et ça, je reviendrai dessus après. Mais ce qui est important dans ce film-là, c'est que il va créer une milice. Et avec cette milice-là, il va s'en prendre tout le temps aux officiers. C'est-à-dire qu'il va donner pour ordre à ses soldats de supprimer les officiers. À un moment donné, on l'appelle pour négocier. Et le chef lui dit, ce serait bien que vous arrêtiez d'éliminer les officiers parce que ce n'est pas très... comment dire, très poli, c'est pas le mot, mais c'est pas très, comment dire, c'est pas dans l'art de la guerre de supprimer les officiers, parce que normalement les riches ne se tuent pas entre eux, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Je sais plus qui a écrit ça, mais vous pouvez aller voir sur internet, il y a une phrase qui dit ça. Et donc c'est un peu ce qu'il essaye de lui faire comprendre. Il dit genre, vous êtes un chef, je suis un chef, respectons les chefs et laissons les pouilleux mourir, en gros, donc les pauvres. Mais lui, c'est pas du tout son but. Donc lui, il dit qu'il va continuer à abattre les officiers. Et donc, c'est les ordres qu'il donne. Il dit d'abord abattre l'officier. Et en fait, pourquoi abattre un officier? Parce qu'un officier, c'est le gestionnaire. C'est lui qui discipline ses troupes. Donc, c'est lui qui attribue les rôles. Il dit, toi, par exemple, à notre époque, toi, tu portes la mitrailleuse. Toi, justement, t'es un sniper, donc tu tires de loin. Toi, tu fais le tir de harcèlement, enfin, donc c'est la mitrailleuse, mais, enfin voilà, toi c'est la radio, et voilà, etc. Donc, chacun a son rôle attribué, chacun doit jouer son rôle à tel moment, donc c'est l'officier qui décide de ça. Or, si on abat un officier, chacun a son rôle, mais c'est pas quand il doit le jouer, et ils savent plus s'organiser ni se discipliner. Donc, ce qui se passe quand on abat un officier, c'est que les troupes se dispersent. Et une équipe qui est divisée et mal organisée, c'est une équipe nulle et qui va se faire vaincre facilement. Ça, c'est dans la survie. Donc ça, on le voit dans Hunger Games. Dans la survie, vous avez deux choix. Soit vous créez un groupe et vous le fortifiez par le respect et par la confiance.
soit vous vous battez tout seul parce que euh, vous vous estimez assez fort et vous devez avoir la force d'un groupe à vous tout seul. Bref, dans la survie, c'est l'un ou l'autre, vous n'avez pas le choix. Donc euh, là, c'est mieux de choisir de faire partie d'un groupe parce que à plusieurs cerveaux, à plusieurs bras, à plusieurs jambes, on peut vaincre. On a plus de chances de vaincre, en tout cas. Mais il y a des gens qui sont formés, comme je dis, pour être en groupe à eux tout seuls. Et donc ça, c'est des dangereux, quoi. C'est des tireurs d'élite. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il abat les officiers. Et donc j'en reviens au tireur d'élite. Son but, c'est d'abattre les officiers, justement. C'est d'abattre l'élite en face, parce que quand on abat l'élite en face, l'armée d'en face est dispersée, divisée. Et donc, il y a plus d'organisation et l'armée en face est facile à vaincre. On peut voir ça en sport aussi. Si vous avez un joueur qui est beaucoup plus fort que les autres et qui est un pilier central au niveau des passes et du fait de dribbler d'autres joueurs et donc de créer des opportunités, des trous. Parce que quand vous dribblez un joueur au football, vous le faites pas pour garnir. Quand vous dribblez un joueur, c'est vous créez une opportunité parce qu'on est le même nombre sur le terrain. Et un joueur dribblé, ça fait qu'un joueur se libère de votre propre équipe parce que un autre va devoir venir vers vous et lâcher son homme parce qu'il doit le tenir normalement. On dit tenir son homme. Et il va devoir le lâcher pour venir vers vous parce que l'autre a été dribblé. Donc à ce moment-là, il y a une place qui se libère dans le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire une passe. Donc les dribbleurs, ils créent des opportunités dans le jeu en fait. Et, euh, et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pourquoi je parle des tireurs d'élite comme ça? Ben parce qu'en fait, les capitalistes, ce sont des tireurs d'élite. Ce sont des tireurs d'élite intellectuels. Donc, on les sous-estime souvent dans la population parce que, comme je l'ai expliqué, répandre le narcissisme, c'est voulu dans le sens où les narcissiques ont une grandiosité, donc ils se croient plus forts que ce qu'ils ne sont vraiment. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent se faire foudroyer sans comprendre ce qui arrive. Et les capitalistes, eux, ils se forment comme des tireurs d'élite. Donc, je vais expliquer en quoi ça consiste. Par exemple, dans la spéculation, ça fera partie du chapitre 8. Mais il faut avoir une attitude de tireur d'élite. Je vais expliquer pourquoi. En fait, un tireur d'élite, quand il tire, il doit changer de position. Parce qu'il y a de la lumière qui sort de son fusil et la fumée qui sort du fusil aussi. Et donc ça donne sa position, ça donne sa latitude, longitude. Donc l'ennemi sait où il est, donc il peut venir le chercher ou viser à l'endroit où il est. Donc le tireur d'élite, une fois qu'il a tiré, il doit changer de position. On en revient à quoi? À avant, au moment où il n'y avait pas tout ça, mais où on faisait des feux de camp. Faire un feu de camp, c'était s'auto-balancer, dans le sens où, quand on fait un feu, il y a la fumée qui monte, et donc les ennemis ils voyaient de loin. Et donc ils pouvaient tendre une embuscade et prendre les gens par surprise. Donc il fallait pas faire de feu pour pas signaler sa position. Ce qui se passait aussi pendant la guerre, c'était à cause des chiens. Il y a des chiens qui n'étaient pas vraiment bien dressés, qui aboyaient, donc fallait choisir, fallait pour sauver les gens, il fallait abattre le chien et se taire, ou alors voilà, fallait l'abandonner ou quelque chose comme ça, parce que le chien, quand il aboyait, il signalait la position, et donc c'était foutu. Et donc dans le dans le tir d'élite, il y a ça, il y a cette façon d'être caché en fait, d'être discret. Les vrais capitalistes, c'est pas les gens que vous voyez à la télé. Il faut qu'ils se fassent discret parce que quand on voit quelqu'un à la télé, comme je le dis, on peut analyser comment la personne parle, comment elle est, on peut voir les défauts, etc. Donc on voit beaucoup de choses, il y a des infos qui circulent. Donc quand on veut le pouvoir, il faut rester caché. Donc ça c'est une règle. Euh, il faut être en retrait quoi. Et mais ça fait partie des tireurs d'élite. Donc ils restent en retrait et eux-mêmes essayent d'abattre ceux qui sont en retrait tout en étant en retrait. C'est un peu un jeu comme ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que les tireurs d'élite, ils doivent pas user beaucoup de balles. Ils doivent être économes, en fait. La balle en elle-même est une ressource. Donc, on gaspille pas. On va à l'essentiel. Un tireur d'élite, il chipote pas avec le superficiel, avec le futile. Il ne perd pas son temps. Contrairement à ce qu'on voit dans tous les débats partout médiatiques et tout ça. Les capitalistes, ils ont un plan, ils ont un projet, ils ont une trajectoire qui est bien fixée et ils ne s'en laissent pas détourner. Donc ça fait défaut à beaucoup de gens. Ils n'ont pas de discipline à ce niveau-là, mais les capitalistes, oui.
Et les tireurs d'élite ont ça aussi. Donc ils ont une cible, un objectif, et ils vont vers ça. Et comment exprimer ça en métaphore? Ben, c'est que euh, une personne classique va tirer 150 balles dans le vide et elle va toucher une fois la cible. Sauf que en tirant 150 balles dans le vide, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de lumière, beaucoup de fumée. Donc je signale ma position, de la perte de temps, parce que le temps que les 150 balles sortent de l'arme, bah, c'est du temps perdu. Et à ce moment-là, l'ennemi s'organise pour venir au point où on est en train de tirer. Donc on devient vulnérable sur la temporalité qu'on met en fait à toucher la cible. Or un tireur d'élite, il tire une balle, une cible, et puis il bouge. Et donc il devient un peu comme une particule quantique, parce que une particule quantique, elle est incernable. On sait pas où elle est, en fait. On sait pas fixer un point. Mais le tireur d'élite, il fait ça. Et ça, on le voit dans le Patriote, en fait. Quand il attaque la section armée, il tire à un endroit, puis après, il change de position. Puis il tire d'un autre endroit, il change de position. Et ils sont là en train de tous chercher partout pour savoir où il est. Et il est partout en même temps et nulle part. Donc ça, c'est la quantique, en fait. L'état quantique du tireur d'élite. Alors, donc on sait pas l'avoir. Dans les mangas, on a repris ce concept-là avec l'ubiquité aussi. L'ubiquité, c'est que le personnage se démultiplie. Donc il y a plein de personnages partout et on sait pas lequel est le vrai. Ce sont tous des hologrammes, mais il y en a un seul qui est vrai. Et donc la personne essaye de frapper un hologramme, mais c'est un hologramme. Et voilà. Parce que la personne est partout et nulle part en même temps, tellement elle est rapide. Donc il y a ce concept-là dans le tir d'élite. Qu'est-ce que je voulais dire par la suite? C'était en rapport avec le Patriote, hein. Oui, je voulais aussi parler de Stalingrad, hein, évidemment, parce que au niveau du tir d'élite, Stalingrad, c'est un super film, hein. Euh, Quand on voit le Major et Vassili qui se mènent une guerre de tireurs d'élite, bah c'est un peu comme ça. À un moment donné, Vassili il est avec des coéquipiers, et puis il saute d'un endroit à un autre, et le Major il attend, et il arrive à choper un gars au vol. Et Vassili il est choqué, il dit il a réussi à choper le gars au vol comme ça, c'est pas possible. Parce que les tireurs d'élite, ils doivent calculer, ils calculent le défaut du fusil, c'est-à-dire que le fusil n'est jamais précis à 100%, donc il y a des défauts de quelques millimètres ou des trucs comme ça, donc c'est comme le télescope de Newton, une erreur de 5 centimètres d'ici, c'est une erreur de milliers, de dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace, donc avec le tir d'hélice, c'est pareil, puisqu'on tire de loin, donc il y a la distance que la balle doit traverser, donc faut pas se gourer, faut connaître le défaut de son fusil, donc faut ajuster par rapport au défaut pour rééquilibrer. Et puis après, il faut calculer le vent aussi, parce que le vent va dévier la trajectoire, donc il faut calculer la différence entre le défaut du fusil et le vent. Il faut la respiration, parce que la respiration fait bouger le fusil, donc ça dévie aussi la trajectoire. Puis voilà, il faut la précision, sa propre précision visuelle. Voilà, donc il y a des facteurs comme ça. Et dans la spéculation, en fait, en économie, c'est des facteurs qui sont calculés. Donc les capitalistes, ils calculent ça. Dans la spéculation économique, ils calculent les différents facteurs pour savoir quand tirer. Alors, il y a l'efficacité aussi, évidemment. Une balle, c'est efficace. Une balle, c'est efficace dans le sens où si vous tirez, qu'on entend une certaine cadence de tir, qu'on voit que vous bougez pas beaucoup et tout ça, on vous analyse tout le temps. Donc il y a toujours une question d'analyse derrière ça. Et donc on peut plus facilement vous avoir après parce que vous avez des schémas répétitifs, on appelle ça. Et les capitalistes, ils sont en retrait et en mode quantique, donc on ne sait pas voir s'ils ont des schémas répétitifs ou pas. Tellement ils sont imprévisibles. Un peu comme la foudre. Moi j'avais écrit « Observe comme un aigle, frappe comme la foudre ». En fait, la foudre, elle est très difficile à prévoir parce que elle tombe d'un coup comme ça, elle frappe une fois et la personne est à terre et puis après, on la voit plus quoi. Et ça dure une seconde comme ça. Alors au niveau des baromètres, enfin pour mesurer l'intensité de frappe, etc., on ne sait rien mesurer en fait. Donc on connaît pas son ennemi. Il reste une inconnue, un facteur X. Et donc ça, bah pour pouvoir prévoir la suite, on ne sait pas le faire. Par exemple, quand je parlais des vaccins où on injectait la maladie morte pour que les anticorps puissent identifier le profilé, quand on agit comme ça, c'est-à-dire comme la foudre et tout ça, on ne sait pas être profilé. Parce qu'on a agi de manière sèche sans que l'ennemi puisse capter quoi que ce soit. Donc il a rien capté, donc il n'a pas d'infos pour la suite
pour pouvoir se défendre par la suite. Donc il en revient au même stade d'ignorance. Et ça, c'est très important au niveau des tireurs d'élite pour le capitalisme. Alors ce qui se passe aussi, ça c'est un truc subtil que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que comme on a inventé les tireurs d'élite, l'ennemi a compris qu'on avait inventé des tireurs d'élite, donc il y a chaque fois cette escalade, et donc l'ennemi savait qu'on allait essayer de viser son élite, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a inventé le fait de se travestir, c'est-à-dire que les chefs se déguisent en simples soldats et ne se montrent plus en tant que chefs dans l'art de la guerre. Parce que si t'arrives avec ton super casque où il est mis que t'es un général ici, ou un capitaine, ou un major, ou n'importe quoi, forcément le tireur d'élite il voit sur ton casque qu'il est marqué ton titre, c'est toi qui vises. Ok, donc c'est simple. Le tireur d'élite il se positionne et il vise. Donc ça l'ennemi a compris au fur et à mesure des temps de guerre. Et donc ce qui se passe, ça on le voit dans le film Arthur, on met un simple soldat dans le fiacre. Et en fait, l'ennemi vient et il abat le simple soldat. Ils se sont dit, ok, on a eu le chef, donc ils vont se disperser. En fait, non, le chef était à l'extérieur du fiacre, déguisé en soldat. Et donc, ça c'est une diversion. Et c'est une diversion qui est inventée dans l'art de la guerre. Donc, les capitalistes, ils l'utilisent. Par exemple, les gens, ils croient qu'un président, c'est lui le chef, en fait. Un président, c'est un comédien. C'est un acteur qu'on met. Et il fait qu'obéir à des gens qu'on voit pas. Pourquoi? Parce que il se peut que une nation qui n'aime pas une autre engage un tireur d'élite qui va essayer de viser un président. Et donc, si c'est lui vraiment le chef et que le tireur d'élite réussit son coup, la nation s'effondre au niveau des ordres qui sont censés être donnés. Or, si c'est un comédien et que le chef est caché dans la populace, on abat le président et alors l'ennemi se dit ok on a eu le chef et en fait non. Et c'est ce qui se passait dans l'art de la guerre, c'est que les tireurs d'élite revenaient en disant ok on a eu le chef et puis on voyait que l'armée en face n'était pas déstructurée, qu'elle était toujours aussi bien organisée et donc à ce moment-là la faiblesse était dans le camp de ceux qui avaient cru avoir le chef parce que ils ont baissé la garde en se disant ok l'armée d'en face va se déstructurer mais en fait non. Elle est renforcée sur le fait que l'autre ait pris confiance. Donc il y a cette stratégie de guerre-là. Et chez ceux qui pratiquent bien ça, donc c'est ça qu'il y a, par exemple, qu'on peut voir dans les émissions Patron Incognito, ça arrive comme ça, ils se déguisent en serveur alors que c'est les patrons et tout ça. Donc ça existe dans le capitalisme. Si ça se trouve, vous avez croisé dans la rue un capitaliste et vous le savez pas. Parce que ces gens-là ne se montrent pas, ne s'affichent pas comme ça à la télé en montrant leur puissance. C'est faux. Les gens que vous voyez là, c'est des comédiens. Parce que dans l'art de la guerre, on pourrait engager des gens pour faire abattre ces gens-là. Et ils le savent, et puisque, comme je dis, ils connaissent ces trucs-là, donc ils vont pas prendre des risques pour rien, ce serait stupide. Donc ils envoient des gens à leur place, comme les anciens envoyaient des gens sur le champ de bataille, les médias, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille idéologique, donc ils vont pas aller eux-mêmes sur le champ de bataille. Vous comprenez? Et donc c'est ça qui se passe quand je dis tireurs d'élite. Ils sont tireurs d'élite dans le sens où ils évitent, comme dans Stalingrad, de se faire avoir par un tireur d'élite, mais eux aussi sont en retrait et eux aussi tirent comme des tireurs d'élite. Parce que dans Stalingrad, ils mènent un petit jeu comme ça où ils se poursuivent, et au final, c'est Vassili qui a le major. Pourquoi? Parce que son pote se sacrifie, en fait. Son pote se lève, et le major le voit, il croit que c'est Vassili, et en fait, il bute son pote. Et donc, Vassili a vu la fumée du major, et donc le major essaye de vérifier s'il a eu Vassili, mais il savait pas que l'autre était avec. Même Vassili a vu sa fumée, donc il se positionne en fonction de ça. Et en plus, Vassili ne lui pardonne pas parce que le major, il a utilisé une technique cruelle et dégueulasse. C'est qu'il a utilisé un petit enfant parce qu'il donnait tout le temps du chocolat à un petit enfant pour savoir où serait Vassili, parce que le petit enfant traînait avec Vassili et Vassili s'en occupait. Et pour finir, le petit enfant, il trahit le major parce que le petit enfant, c'est en temps de guerre, donc lui, il a faim, il veut du chocolat et tout ça. Enfin, il fait ce qu'il peut pour avoir les ressources, quoi. Donc c'est pas méchant l'enfant, mais pour le major, ça va pas. Donc il utilise l'enfant et il le pend pour que Vassili, à cause de son impulsivité de voir cette injustice-là, se montre et sorte de sa cachette et pour pouvoir la voir.
Et c'est ce qu'il croit en fait. Mais en fait, il a le pote de Vassili, il a pas Vassili. Et donc quand Vassili se met face au Major, le Major, parce que pour lui c'est un jeu le Major, mais pas pour Vassili, c'est pas un jeu. Et c'est ça la différence. Alors le Major, lui, il enlève son chapeau, genre pour dire bien joué à Vassili, parce que tu m'en joues là, donc c'est toi qui as gagné. Mais Vassili, il ne veut pas l'écouter parler. Il lui laisse même pas sa chance de parler par rapport à ce qu'il a fait. Il a pendu l'enfant, donc lui, dès qu'il enlève son chapeau, il lui met une balle directe pour pas qu'il parle. Donc il la bat comme ça. Et donc le jeu entre guillemets prend fin. C'est ça que je voulais dire dans ce chapitre 7. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne sous-estimez pas les capitalistes parce que je vois beaucoup de gens qui croient que ces gens sont stupides et qui font pas exprès d'être riches, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est des calculateurs de très haut niveau. Et voilà, ne sous-estimez pas. Ça, il faut jamais faire ça. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.